Et je vais essayer de faire le point avec vous sur le dossier du chlordécone, puisque nous avons eu hier une audience importante à la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. Mais peut-être faut-il commencer par le commencement, c'est-à-dire remettre ce dossier dans son contexte, procédural d'abord. D'abord, vous avez deux procédures. Une procédure ancienne, qui est la procédure pénale, sur laquelle je vais revenir dans un deuxième temps. Et puis, vous avez une procédure plus récente qui a été initiée à la demande de plusieurs associations, le CRAN, l'association Vivre Guadeloupe, et le Lienage pour des Polymatiniques, qui a été lancé donc une action collective en 2019, qui a consisté à rechercher la responsabilité de l'État devant le tribunal administratif de Paris. Nous avons gagné en partie puisque les négligences fautives ont été reconnues, mais le tribunal a refusé d'indemniser les victimes, prétextant qu'il ne savait pas comment déterminer les préjudices. Nous sommes devant la Cour d'appel. Cette procédure devrait être maintenant fixée rapidement et on aura une plaidoirie, j'espère, d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, et une décision dans le premier semestre 2025. Donc ça, c'était la procédure administrative, mais ce qui vous intéresse principalement aujourd'hui, c'est la procédure pénale. C'est une procédure ancienne qui a été lancée en 2006 par des plaintes d'associations en Guadeloupe et ensuite à la Martinique. Et cette procédure a eu une longue vie, pas tranquille du tout, puisque depuis le début, le parquet, c'est-à-dire le représentant de l'État, a décidé, le représentant de l'État, le procureur de la République, avait décidé de ne pas instruire et de tout faire pour faire capoter cette procédure. Ils y sont presque arrivés, puis ils se sont fait gronder par la Cour de cassation. Donc l'ouverture de l'instruction a été enfin ordonnée il y a quelques années. Des juges d'instruction ont été désignés qui ont fait un travail sommaire, pas très approfondi, qui a abouti à ce qu'on appelle un non-lieu. Le non-lieu, c'est la fameuse ordonnance du non-lieu du 3 janvier 2023. Non-lieu qui veut dire, nous, juges d'instruction, on estime que nous n'avons pas suffisamment de preuves, suffisamment d'éléments pour rechercher la responsabilité de qui que ce soit. Et qui plus est, nous avons dans le dossier plusieurs arguments de droit qui nous empêchent d'avancer, qui nous interdisent de continuer notre travail. Donc, on arrête là, on rend notre copie, on fait ce qu'on appelle une ordonnance de non-lieu. Cette ordonnance de non-lieu a été frappée d'appel par les différentes parties civiles, principalement les associations qui étaient présentes dans la procédure, et les deux parties civiles, personnes physiques, que j'ai l'honneur de représenter, que vous connaissez bien, je pense, qui se reconnaîtront. Et dans le cadre de cette procédure d'appel, la Chambre d'instruction nous avait convoqué de manière un petit peu, comment dirais-je, peu respectueuse des intérêts en présence, avec une date d'audience sur une journée, alors que je crois qu'il y a 10 ou 15 associations et parties civiles qui étaient constituées, et qui avaient la mauvaise idée de considérer qu'une demi-journée, ça suffisait. Donc évidemment, les avocats se sont réunis et ont rué dans les brancards, on a fait comprendre que ce n'était pas digne de la justice française de faire cela. Et au mois de juin, il y a eu cette première audience. Et au cours de cette audience, j'ai déposé une première QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, je vais y revenir dans un instant, et le bâtonnier Germany de Martinique a lui aussi posé une autre QPC, et ça a eu pour effet de décaler la procédure au fond et de tout renvoyer à une date qui n'est pas encore fixée. Alors j'ai entendu que certaines personnes râlaient parce que, soi-disant, on faisait perdre du temps à la procédure par ces QPC, alors qu'il fallait maintenant statuer une bonne fois pour toutes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sans les QPC qui ont été déposés, on prend un risque considérable de voir la Cour d'appel confirmer l'ordonnance de non-lieu. Autrement dit, rien ne sert d'aller trop vite, parce qu'en allant trop vite, on va se prendre le mur. L'objectif des QPC, je vais vous l'expliquer en détail, c'est de détruire ce mur, c'est de casser le mur pour que justement la justice puisse continuer à avancer et puisse faire son travail jusqu'au bout. Alors, les QPC, qu'est-ce que c'est? La QPC, c'est une question prioritaire de constitutionnalité.
C'est une modification importante qui a eu lieu dans notre droit en 2008 lors de la révision constitutionnelle et qui permet, lorsqu'il y a une question qui met en cause une loi ou une jurisprudence, de demander au Conseil constitutionnel de vérifier que cette loi, qui peut être très ancienne, ou cette jurisprudence, est conforme à la Constitution et aux libertés et garanties par la Constitution. Pour cela, il y a différentes procédures, différentes conditions qui sont fixées par le texte. Notamment, il faut qu'il y ait eu un lien direct entre l'affaire qui concerne la QPC et la question. Il faut ensuite que cette question n'ait pas été déjà posée, on ne va pas reposer toujours les mêmes questions. Et enfin, il y a un dernier critère qui est le critère de sérieux. Alors, quelle est la question que nous avons posée à la Cour d'appel, qui, si elle nous donne raison, transmettra la question à au Conseil constitutionnel dans un premier, à la Cour de cassation dans un premier temps, qui aura 3 mois pour se décider, et si si la Cour de cassation décide que cette question est sérieuse, elle transmettra cette question enfin au Conseil constitutionnel, voilà, on y arrive, qui lui aussi aura 3 mois pour se décider. Et en fonction de la réponse qui sera apportée à cette question, l'affaire reviendra ensuite au fond devant la Cour d'appel pour apprécier le non-lieu. Alors, quelle est cette question? Dans l'ordonnance de non-lieu, il y a beaucoup d'arguments qui sont opposés par les juges d'instruction à l'enquête, et l'un des arguments concerne le crime d'empoisonnement. Les juges d'instruction considèrent 2 éléments importants. Premier élément, ils prétendent qu'on ne connaît le caractère cancérigène du chlordécone que depuis 2005. Je vais encore là aussi y revenir dans un instant. C'est archi faux et il y a pléthore de documents pour le démontrer. Et puis ils nous disent, on a un problème avec l'empoisonnement, c'est que depuis l'affaire du sang contaminé, la Cour de cassation a ajouté une condition qui n'est pas dans le texte et qui est qu'il faut démontrer la volonté de tuer, comme pour un meurtre. Il ne faut pas simplement administrer une substance potentiellement mortelle, il faut qu'en l'administrant, on veuille tuer telle ou telle personne. Et comme pour l'affaire du sang contaminé, les juges d'instruction disent « Ah, mais il est impossible de démontrer qu'il y a intention de tuer ». En latin, ça se dit « animus necandi », la volonté de tuer. Et comme il n'y a pas cette intention, le crime d'empoisonnement ne peut pas être retenu. Alors, reprenons les 2 arguments. Premier argument, on nous dit on ne connaîtrait la dangerosité, le caractère mortel du chlordécone que depuis 2005. C'est-à-dire depuis les études Multinier et autres qui ont démontré que le cancer de la prostate était particulièrement prévalent aux Antilles, notamment en raison de l'influence du chlordécone. Alors, c'est une réécriture complète de l'histoire. C'est du révisionnisme, pour ne pas dire du négationnisme. C'est-à-dire qu'on a dans le dossier des éléments qui permettent de démontrer que les autorités, depuis 1968 en France et depuis 1960 aux États-Unis, connaissaient le caractère cancérigène du chlordécone sur les rats et les souris. Alors on dit, ah oui, mais les rats et les souris, ce n'est pas les êtres humains. On ne peut pas donc savoir si ça a le même effet. Ce qui est, là encore, scientifiquement erroné, puisque toutes les études de l'OMS sont faites sur des mammifères comme les rats et les souris, parce qu'on ne peut pas faire une étude en double aveugle sur des produits aussi dangereux que le chlordécone. En double aveugle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire 2 groupes. À un groupe, on va donner le produit dangereux, à l'autre, on ne va pas le donner, et au bout d'un certain temps, on va mesurer les effets. Et à ce moment-là, on pourra vérifier si le produit concerné soigne ou est dangereux. Et bien évidemment, on comprend bien qu'il n'est pas question de faire des tests de ce type sur des produits qui ont un effet délétère, un effet mortel, parce que ça serait immoral, ça serait contraire à l'éthique. Et pourtant, on a encore des politiques ou des scientifiques qui nous opposent cet argument, qui est un argument, j'allais dire, qui est complètement obsolète depuis au moins 50 ans, puisque l'OMS a expliqué à long, en large et en travers pourquoi les tests devaient d'abord se faire sur les mammifères, parce qu'on ne pouvait pas les faire
sur les êtres humains. Donc, on sait depuis 1968 déjà que le chlordécone est cancéreux pour les rats et les souris. Mais on a un deuxième élément, c'est qu'en 1975, il y a le problème survenu à Hopewell, ce n'est pas un accident, c'est une pollution volontaire de l'industriel qui déversait dans les égouts de la ville les déchets à base de chlordécone qui se retrouvaient dans la rivière James, qui ensuite se retrouvaient dans la baie de Chesapeake, qui avait donc eu une concentration en ce produit extrêmement préoccupante. Et en 1976, les États-Unis n'hésitent pas, contrairement aux autorités françaises, et ferment l'usine de manière définitive et interdisent sur leur territoire la fabrication, l'utilisation et le commerce du chlordécone parce qu'il est cancérigène. Si ça ne suffit pas, en 1979, on a l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui se réunit à Lyon avec tous les spécialistes de ces questions sur les pesticides et qui classe le chlordécone comme cancérogène probable. 1979. Et à cette réunion participe un monsieur qui est très important, qui est le professeur Truot, qui était à l'époque vraiment une éminence de tout ce qui était la chimie et tout ce qui était le phytosanitaire en France. Et le professeur Truot en personne participe à la commission des toxiques en 1980 pour leur dire, écoutez, j'ai classé avec d'autres spécialistes le chlordécone comme cancérogène, vous devriez en tenir compte dans votre autorisation, dans l'autorisation qui vous est demandée. Et là, la commission des toxiques n'en tient pas compte et délivre l'autorisation pour la première fois après des années d'autorisation temporaire. Une belle homologation a lieu en 1981 après avis de la commission des toxiques. Donc la France déjà fait cavalier seul. Elle fait d'autant plus cavalier seul qu'en 1980, vous avez deux pays de la communauté économique, l'Allemagne et la Suède, qui interdisent le chlordécone parce que justement il est cancérigène. On a aussi à partir de ces années-là un début de négociations internationales autour des riverains de la mer Baltique pour éviter de rejeter dans la mer Baltique les produits dérivés à base de chlordécone, etc., etc. Et on a même, mais ça je le garde pour plus tard, une source française qui classe le chlordécone comme cancérigène dès 1988. Et puis enfin, en 1990, lorsque le chlordécone est retiré du marché, c'est bien parce qu'il était dangereux pour la santé, parce qu'il était mortel, et donc toute l'argumentation des juges d'instruction consistant à dire on ne savait pas est archi fausse. Je pourrais ajouter d'autres arguments, notamment en précisant que dans les années 80, lorsque le stock de chlordécone américain est venu à disparaître, les grands propriétaires terriens, Becquet et notamment la famille Ayotte, ont racheté le chlordécone, le brevet du chlordécone aux Américains et ont installé une usine de fabrication de chlordécone au Brésil. Au Brésil, on fabriquait le chlordécone pur, à 100%, qui traversait une première fois l'Atlantique pour arriver à Port-la-Nouvelle, c'est un port industriel à côté de Narbonne, dans le sud de la France. Là, il était dilué pour faire une poudre blanche à base de 5% de chlordécone seulement. Il était empaqueté, était renvoyé de l'autre côté de l'Atlantique, en Martinique, notamment chez Lagarrigue, les établissements Lagarrigue, qui ensuite le distribuaient aux différentes coopératives, aux différents utilisateurs. Eh bien, quand on achète un brevet, on se renseigne sur les conséquences que peut avoir ce brevet, on se renseigne sur les autorisations ou les interdictions dont il a pu faire l'objet, on se renseigne sur les effets qu'il peut avoir sur la santé. Donc, dès les années 80, en rachetant le brevet du chlordécone, les importateurs et les distributeurs du chlordécone savaient que ce produit était cancérigène, donc mortel. Ça, c'est le premier argument. C'est du fait, on en rediscutera, et on a suffisamment de preuves pour l'évoquer lors de la procédure au fond. Et puis, il y a l'argument de droit qui consiste à dire oui, mais la Cour de cassation, depuis 1998, considère qu'il faut démontrer l'intention de tuer. Et c'est là que nous posons cette fameuse question constitutionnelle de priorité. Plutôt question prioritaire de constitutionnalité. Parce que, en ajoutant cette condition, la Cour de cassation, en 1998,
a ajouté au texte. Jusqu'en 1998, l'empoisonnement est ce qu'on appelle une infraction formelle. C'est-à-dire qu'il suffit de prouver qu'il y a eu une matérialisation des faits qui est la suivante, l'administration d'un produit dont on connaît le caractère cancérigène, le caractère mortel plus précisément. Et donc là, en ajoutant cette intention de tuer, on ferme la porte complètement à toutes les procédures pour empoisonnement. C'est ce qui a permis, en 1998, d'éviter des poursuites pour empoisonnement contre des ministres ou d'anciens ministres ou des très hauts fonctionnaires. Et pourtant, en faisant cela, la Cour de cassation fait quelque chose qu'elle n'a pas le droit de faire. On a dans la Déclaration des droits de l'homme et dans la Constitution un principe qui est souvent rappelé et mal compris, c'est celui de la séparation des pouvoirs. Le législateur, c'est-à-dire l'Assemblée et le Sénat, fabrique la loi et les juges, le pouvoir judiciaire, appliquent la loi. Il n'appartient pas aux juges de fabriquer la loi ou d'ajouter des conditions qui ne sont pas prévues par le législateur. On a même un vieil adage de droit romain qui disait « ubi lex non distingui, non debemus distinguere ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire là où la loi ne distingue pas, nous ne pouvons pas distinguer. Pourtant, c'est ce qu'a fait la Cour de cassation en 1998. Et en faisant cela, elle a donc violé la Constitution. Et nous avons la possibilité de faire revenir cette jurisprudence à zéro, pour retrouver la jurisprudence ancienne qui a 2 siècles et qui était appliquée de manière constante dans toutes les affaires célèbres dont vous avez entendu parler, pour les plus vieux, l'affaire Marie Bernard, et pour les cinquantenaires comme moi, la Josassine. Et donc, par la question de priorité de constitutionnalité que nous posons, nous essayons de neutraliser cette jurisprudence pour que le moment venu, devant la Cour d'appel de Paris, nous puissions dire « Regardez, mesdames de la Cour d'appel, ce sont 3 dames, nous avons la preuve que les importateurs, les distributeurs et les utilisateurs du chlordécone en 1990, en 1991, en 1992, en 1993 et après, parce que même après l'interdiction, ça a été vendu sous le tapis, sans trop le dire, avaient une pleine connaissance de la dangerosité, du caractère mortel de ce produit. Si vous reconnaissez ce fait, vous devez reconnaître qu'il y a empoisonnement. Et donc vous devez poursuivre les auteurs, les complices et les personnes qui en ont profité, c'est-à-dire les personnes morales, les sociétés qui se sont enrichies par la distribution de ce produit mortel. Voilà l'enjeu de cette question prioritaire de constitutionnalité qui a été plaidée hier, qui fait l'objet de débats intéressants. Bien évidemment, l'avocat général a considéré que certes la question était intéressante, mais qu'il ne fallait pas la trancher, la transmettre à la Cour de cassation et au Conseil constitutionnel, parce que pour lui, il n'y a pas de violation de la Constitution. On n'a pas trop compris, mais bon, il y avait un tour de passe-passe comme ça. On a un peu l'habitude avec le parquet ou le parquet général, qui de toute façon, depuis le début dans cette procédure, fait tout pour éviter que l'on enquête, pour que l'on pose les bonnes questions et pour que l'on pointe du doigt la responsabilité des profiteurs de cette affaire, c'est-à-dire ceux qui ont distribué et utilisé le chlordécone en connaissance de cause, en mettant en danger la vie des ouvrières et des ouvriers, notamment parce qu'ils ne leur offraient même pas la protection minimale pour déposer le chlordécone, des poignées de chlordécone au pied des bananiers. Donc cette question est importante, c'est pour ça qu'il a fallu se battre là-dessus et on espère que ça va aboutir. Nous serons fixés le 13 novembre et le 13 novembre, il y a donc 2 possibilités. La première possibilité, c'est que la Cour d'appel considère que cette question ne vaut rien, que ce n'est pas la peine de la poser, donc il refuse de la transmettre à la Cour de cassation. Dans ce cas-là, la Cour d'appel nous proposera un calendrier et l'affaire pourrait revenir au printemps 2025 pour statuer sur le fond. Deuxième possibilité, la Cour d'appel transmet la question à la Cour de cassation et la Cour de cassation, à partir de la transmission, a 3 mois pour décider. Et à partir de là, encore 2 possibilités, soit rejet par la Cour de cassation, soit transmission au Conseil constitutionnel. Et là, le Conseil constitutionnel a lui aussi 3 mois. Donc, ce qui veut dire que normalement, avant le 13 juin, le 15 juin,
On devrait savoir quelle est la position exacte du Conseil constitutionnel sur la question qui lui est posée. Tout ça pour dire que dans cette deuxième hypothèse, la réunion, l'audience concernant la procédure sur le fond, sur le non-lieu, ne pourrait avoir lieu qu'après le 15 juin, et j'espère avant le 15 juillet, mais ce n'est pas moi qui décide, c'est la Cour d'appel en fonction de son propre calendrier, de la disponibilité des salles et des contraintes que peuvent avoir les différents avocats qui vont venir de Guadeloupe et de Martinique pour plaider cette affaire. Donc voilà où on en est, grosso modo, sur le dossier chlordécone pénal. Un dernier mot pour être complet sur le volet administratif. Dans le dossier administratif, donc là c'est plus le même juge, c'est la Cour administrative d'appel de Paris. 1200 personnes sont dans l'action collective. La clôture a été prononcée de mémoire fin août de cette année. Et depuis, nous attendons que la Cour d'appel nous fixe une date pour plaider le dossier. Et à partir de ce moment, il y a une plaidoirie, et à compter de là, un mois ou deux, pour que la Cour administrative statue. C'est l'un des objectifs de la QPC. C'est-à-dire que, en refusant de qualifier l'infraction de crime, on a une infraction pour les délits, et la prescription pour un délit, c'est de 3 ans. Pour un crime comme l'empoisonnement, la prescription est de 10 ans. Et toute la question ensuite, ce sera de savoir à partir de quand. Est-ce que c'est à partir de la première utilisation du produit, ce qui n'est pas notre interprétation, ou est-ce que c'est à compter de la dernière utilisation de ce pesticide? Et dans ce cas-là, ça pourrait aller jusqu'à 2004, puisqu'on a démontré, dans le dossier, on a des preuves, qu'il y a eu des ventes de contrebande du chlordécone jusqu'en 2004. Et comment pouvait-il en être autrement? Tout à l'heure, je vous ai dit, 1er février 1990, l'État retire son agrément au chlordécone. Ce retrait d'agrément est immédiatement notifié aux établissements de la Garrigue, qui étaient les importateurs du produit à la Martinique et à la Guadeloupe. Ce qui voulait dire que le 1er février 1990, les établissements de la Garrigue savent, et c'est quasiment les seuls à le savoir, qu'ils ne peuvent plus demander la fabrication de nouveaux stocks de chlordécone. Qu'est-ce qu'ils font? Au mois d'août 1990, donc 6 mois plus tard, ils vont commander pour 1200 tonnes de chlordécone, qui va bizarrement arriver à l'automne, et les douanes vont le laisser passer. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé parce que les douanes, elles ont perdu leurs archives, comme le ministère de l'Agriculture d'ailleurs. Ça, c'est une autre histoire. Donc, il y a 1200 tonnes de chlordécone qui arrivent sur le territoire alors qu'on lui a retiré son agrément. Déjà, c'est pas normal. C'est même une faute. Et ces 1200 tonnes, il y en a 600 qui vont repartir grosso modo vers l'Afrique. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On croit savoir ce qu'ils sont devenus, mais je ne les ai pas pistés. Et deuxième question, il est resté donc sur le territoire antillais 600 tonnes de chlordécone. 600 tonnes de chlordécone, cela représente très exactement 20 ans de consommation de ce produit. Donc ça veut dire qu'après le retrait de l'agrément, on a fait venir 20 années de consommation du produit. Et on a obtenu, par des passe-droits et en tirant par les cheveux les textes, 3 années de consommation. Que sont devenues les 17 années de stock de consommation de chlordécone qui sont sur le territoire et qui ont disparu? Ont-ils été jetés à la mer? Ont-ils été ensevelis? Ont-ils été revendus? C'est l'un des mystères sur lesquels l'enquête n'a pas pu aboutir parce qu'on n'a pas voulu qu'elle aboutisse. Sur la QPC, oui, il y a beaucoup de jurisprudence. Et le mémoire qui a été déposé cite de très nombreux articles, de très nombreuses jurisprudences à la fois du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation. Donc, on est relativement optimiste. Après, on se heurte aussi, comme l'a plaidé d'ailleurs, je crois, c'est le bâtonnier Germani hier, on est un peu dubitatif parce qu'on demande à la Cour de cassation de se déjuger en transmettant la question au Conseil constitutionnel. Donc on est un peu jugé parti. Mais on peut aussi faire confiance à la sagesse, à l'intelligence
et à l'intégrité des magistrats qui, lorsque la question est bien posée, peuvent, en toute confiance, la transmettre à une autorité supérieure. La suite du calendrier administratif, c'est-à-dire la procédure administrative, elle a été clôturée au mois d'août. Aujourd'hui, nous attendons ce qu'on appelle la convocation pour la date d'audience de plaidoirie. Je n'ai aucune information, alors que j'ai déjà relancé 2 fois la présidente, pour savoir quand est-ce que ça va être fixé. Ça pourrait être fixé d'ici la fin de l'année ou début de l'année 2025. Quand on aura l'audience de plaidoirie, bien évidemment, j'irai plaider le dossier et à partir de là, il y a souvent entre 3 et 8 semaines après la plaidoirie pour que justement la Cour statue, décide et rédige son arrêt. Et donc on ne pourra pas avoir de décision, d'après moi, avant le mois d'avril de l'année prochaine. Il y a déjà plusieurs... j'ai vu passer dans la presse locale, notamment France Antilles, des articles disant qu'on avait découvert un stock par-ci, un stock par-là, qu'un ancien fonctionnaire de la DTE racontait que ça avait été enterré dans un jardin de l'école de botanique, des choses comme ça. Mais apparemment, ça fait partie d'ailleurs des critiques qu'on fait à l'État, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi après l'interdiction et donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Les plaintes individuelles au pénal, c'est bien ça, elles sont bien évidemment traitées en même temps que l'affaire au fond qui sera évoquée au printemps une fois que la QPC sera passée. Donc ça ne ralentit pas, ça renforce les plaintes individuelles. Et pour les plaintes individuelles du dossier administratif, seuls sont concernés ceux qui se sont inscrits dans cette procédure. C'est une bonne question. L'enquête aurait pu le prouver. Mais au-delà des individus, personnes physiques, vous avez des sociétés qui, elles, sont bel et bien toujours d'actualité, toujours vivantes, et qui, c'est la démonstration que nous on fait dans le mémoire qu'on a déposé, pourraient venir être inquiétés. Encore faut-il qu'on ait envie de le faire. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enquête a établi que jusqu'en 2004, il y a eu par-ci par-là des ventes clandestines qui ont été organisées. Alors, est-ce que c'était des cas particuliers ou est-ce que c'était juste la partie visible de l'iceberg? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des ventes illégales qui ont été organisées après 1993. Et ce qui est particulièrement j'allais dire offensant et agaçant, c'est que lorsque le parquet a été informé, soit par les douanes, soit par la DGCCRF de ces ventes, ben il n'a pas réagi. Il a laissé faire. Il n'a pas eu vraiment poursuivi les dirigeants. Il ne s'est pas posé la question, mais d'où vient ce produit interdit qui ne devrait pas être sur le territoire depuis maintenant 5, 10, 20 ans. Alors, petite parenthèse sur les archives. Les archives du ministère de l'Agriculture ont disparu, ou plutôt les bonnes pages, les bons tomes concernant l'histoire du chlordécone. De mémoire, c'est entre les pages, les affaires qui concernent entre 1976 et 1990, quelque chose comme ça. Donc c'est très très malin comme disparition. Avec différentes associations, le CRAN et Vivre Guadeloupe, on avait porté plainte au parquet en 1999 quand cette information est apparue. Et le parquet, il ne savait pas où chercher, il ne savait pas quoi faire. Donc ils ont vaguement mené une enquête et puis ils ont dit on ne peut rien faire. Et ce qui est assez ahurissant, c'est que des journalistes, et je pense notamment à Anne-Laure Barral de la cellule d'investigation de France Inter, a pris le problème à l'envers. Elle s'est dit tiens, ok, les pages ont disparu, les comptes rendus ont disparu. Mais qui était présent? Donc elle a pris la liste des membres de la commission des toxiques de cette époque-là. Elle a essayé de les retrouver. Alors c'était difficile parce que c'était il y a 1980, il y a 40 ans. Ils étaient déjà souvent bien dans la carrière, donc ils avaient plus de 40 ans, et certains en sont décédés ou ont disparu. Mais elle a retrouvé les héritiers
et les héritiers avaient gardé les archives papier écrites, de manière manuscrite, des comptes rendus que ces gens ont pris de ces réunions. Et donc, on peut, si on veut, reconstituer en partie les débats lors de cette commission. Et dans son enquête, Anne-Laure Barral a démontré qu'en 1980, la décision d'homologation du chlordécone a été emportée parce que les industriels étaient plus forts ou plus nombreux, plus précisément, que les représentants du ministère de la Santé ou des autres ministères. Et donc, c'est une victoire à l'arraché qui a fait que cette homologation a pu être délivrée à cette époque-là. Mais ça, curieusement, ni le parquet ni le juge d'instruction n'ont mené l'enquête pour aller justement essayer de comprendre comment ces archives ont disparu, qui a pu les faire disparaître et pourquoi. L'autre question, c'est à qui profite le crime. Suivez mon regard. C'est une autre question. C'est une question scientifique. Non seulement on en est conscient, mais ça prend du temps, puisque la demi-vie du chlordécone est, je crois, de 6 ou 8 mois, ce qui veut dire que pour que vous soyez complètement nettoyé du chlordécone, ça va prendre au minimum 2 ans. Mais c'est bien de changer son alimentation si on a des moyens, encore faut-il pouvoir le faire, mais il faut aussi penser à changer sa consommation d'eau, puisque je rappelle qu'à l'heure actuelle, il y a toujours du chlordécone en toute petite quantité dans l'eau du robinet, ce qui pose d'ailleurs un problème, parce que le chlordécone, c'est ce qu'on appelle un perturbateur endocrinien, et dans un perturbateur endocrinien, on sait que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est le seul fait que ce produit a un effet dévastateur sur tout le système extrêmement subtil de l'endocrinologie, les hormones, etc. Et que donc le seul fait d'être un petit peu exposé même en dessous des normes, c'est en soi dangereux. Exact, c'est un effet ce qu'on appelle épigénétique. Par comparaison, je pense que ça parlera à certaines d'entre vous, il y a eu dans les années 60-70 les enfants d'Istilben. C'était un médicament que l'on prescrivait aux mamans enceintes et qui avait un effet tératogène fort sur les enfants qui naissaient soit avec des malformations et quand ils naissaient en bonne santé, en fait, embarquer avec eux ce produit. Et on a vu jusqu'à la 2e, 3e et maintenant 4e génération d'enfants dont les grands-parents ou l'arrière-grands-parents ont été exposés à ce produit chimique, avoir des troubles qui sont liés à ce produit. Donc, on a dans le chlordécone, malheureusement, un double effet qui se coule. Il y a l'effet épigénétique qui est des premières générations qui ont transmis, sans le savoir et sans le vouloir, ce problème à leurs enfants et leurs petits-enfants. Et puis, il y a un maintien de l'exposition au chlordécone. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé en Guadeloupe cet été, si j'ai bien suivi. Il y a eu des zones entières autour de Capesterre qui ont été privées d'eau parce que l'eau était chargée de manière tellement importante en chlordécone qu'elle était impropre à la consommation. Et donc, là encore, l'État et les collectivités locales sont en dessous de tout et n'ont pas pris en compte toutes les conséquences de cette exposition, alors que normalement, en Martinique et en Guadeloupe, il y a de l'eau en abondance, il y a du soleil, il y a de la terre qui est riche, on pourrait cultiver des tas de produits alimentaires locaux pour justement éviter d'aller faire ses courses au supermarché, mais à cause de cette maudite pollution, ça pose un problème de santé publique qui n'est pas vraiment traité. Oui, ça c'est la dernière étude qui a été publiée par une université à Montréal. C'est tout le problème, ça fait partie de ces effets. Même si on n'en a plus dans le sang, le chlordécone se stocke ailleurs. Ça c'est connu aussi depuis les années 60. C'est Rachel Carlson, qui était une grande environnementaliste des années 60 aux États-Unis, qui a prouvé que ce qu'on appelle les organochlorés, et le chlordécone est un produit organochloré, ont une capacité à la fois de bioaccumulation et de bioconcentration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chlordécone n'est pas éliminé lorsque vous allez au sel et se concentre dans les parties molles, notamment dans le foie. Et en plus, en se concentrant dans le foie, il devient de plus en plus présent et en fonction de ce que vous avez mangé, vous allez avoir un chaîne alimentaire qui va concentrer de plus en plus ce produit jusqu'à l'homme.
Donc c'est un problème de santé publique qui est là encore connu depuis très longtemps, mais qui est peu ou mal traité. Parmi les effets du chlordécone, puisque c'est un perturbateur endocrinien, ça perturbe tout ce qui est le système hormonal, et ça peut avoir des effets induits sur la thyroïde, sur le diabète, et vous savez bien qu'aux Antilles, notamment à cause de l'ajout de sucre dans certaines alimentations, le diabète est un problème là encore de santé publique, et donc on a une espèce d'agglomération de difficultés, et ça profite toujours aux mêmes. C'est quand même incroyable. Et le pouvoir public se font toujours un peu hésitants ou se font attendre pour prendre des décisions véritablement efficaces. Et ce que l'on peut regretter, c'est que jusqu'à présent, les profiteurs du chlordécone n'aient jamais eu le courage de venir face aux populations antillaises pour d'abord expliquer ce qu'ils savent, ce qu'ils ne savaient pas, qui présentent peut-être enfin des excuses et qui proposent des solutions pérennes. Et tout à l'heure, tiens, on va conclure avec ça. Demain, je pars aux États-Unis, notamment parce que je vais aller à Hopewell. Hopewell, c'était l'usine, le lieu où était installée l'usine qui fabriquait du chlordécone, parce que je veux étudier, au-delà de l'usine, il ne doit pas y avoir grand-chose 50 ans plus tard, je veux étudier comment les États-Unis ont mis en place ce qu'on appelle un trust, une fondation, si vous préférez, qui a été alimentée par les industriels et qui a permis pendant des années, qui continue toujours, à surveiller la qualité de l'eau de la rivière, à dépolluer et à proposer un centre historique où on trouve de l'information de qualité, à permettre aux chercheurs de mener des études sans justement disparition opportune de tel ou tel document, et donc voir comment, dès 1976, les États-Unis ont mis en place des outils pour réparer les dégâts et préparer l'avenir. Et c'est ça qui manque, je trouve, dans ce dossier, c'est qu'on ne prépare pas suffisamment l'avenir. Et ça, comme je l'ai dit plusieurs fois en réunion quand je suis venu vous voir, c'est à vous de le prendre en main et de faire en sorte que vous trouviez le chemin qui existe pour faire face à tout ça. Alors, domino, évidemment, la malbouffe, tout ça, j'en suis conscient. Mais là, moi, je suis qu'un petit avocat, je ne peux pas intervenir. En tout cas, je n'ai pas encore réfléchi là-dessus sur comment... juste une idée que je mets comme ça, je lance en l'air, je n'ai pas eu le temps de la regarder, il y a peut-être des avocats qui sont bien meilleurs que moi en la matière. Est-ce qu'il n'y a pas une entente sur les prix qui ferait que, justement, il y ait des tensions artificielles qui profitent, comme par hasard, toujours aux mêmes ? Alors, à ma connaissance, il y avait au départ une quinzaine d'associations constituées partie civile, et grâce au travail qui a été fait, notamment par le bâtonnier conscient, par le lianage pour dépolluer Matinique, il y a Virginie Mousseau aussi qui était très impliquée, et j'en oublie, donc j'espère qu'ils me pardonneront. Il y a, je crois, près de 900 personnes, essentiellement à Martinique, qui se sont constituées partie civile dans le dossier devant la Cour d'appel de Paris, ce qui est extraordinaire et qui est un point très important en droit, parce que l'empoisonnement ne peut concerner que des personnes physiques. Une association ne peut pas se constituer partie civile pour empoisonnement. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile et je laisse à mes équipes le soin de la dispatcher, de la reconstruire, de la reformater. Ça, ils font ça très bien, parce que ce que vous devez comprendre aussi, c'est que je ne suis pas tout seul. Je n'y arriverai pas sinon. C'est un dossier qui est quand même tentaculaire et on a toute une équipe à la fois de juristes, d'avocats, de personnes qui s'occupent du web, etc. pour faire en sorte que la vérité sorte enfin du puits et que les vrais responsables et les vrais profiteurs soient nommément cités sur place publique et qu'on puisse enfin venir leur chercher des poux et des sous. Et c'est l'objectif de l'année prochaine, de lancer une nouvelle procédure pour que ceux qui s'en sont mis plein les poches rendent de l'argent pour justement construire l'avenir. Voilà, merci à tous et à bientôt. J'espère revenir vers vous en Guadeloupe ou en Martinique l'année prochaine. Au revoir.